Je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. On est très fiers d'accueillir Bernard Guetta, qui nous a fait la joie d'accepter cette invitation pour nous parler bien évidemment de cet anniversaire du traité de l'Élysée, mais pas que. On était un peu inquiets parce qu'en semaine, c'est toujours un peu difficile de mobiliser des personnes, mais vous êtes venus très nombreux et je vous en remercie vivement. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui revient à César. Et vous savez, le comité de jumelage a 9 jumelages. La ville d'Angoulême, en tout cas, nous a confié la maîtrise déléguée des 9 jumelages qui sont les siens. Et nous fonctionnons par commission en lien avec chacune de nos villes. Et il est à préciser qu'aujourd'hui, c'est la commission Hildesheim et l'ensemble des bénévoles qui agissent toute l'année pour maintenir et développer les relations entre notre ville jumelée allemande et la ville d'Angoulême, qui se sont mobilisés pour que cet après-midi soit une pleine réussite. Voilà, donc je tenais à les remercier vivement, tous, y compris bien évidemment la personne qui anime cette commission qui s'appelle Lina Dupuis et qui est aussi notre vice-présidente. Et puis remercier également la municipalité d'Angoulême, bien évidemment, parce que c'est aussi grâce à leur soutien que nous fonctionnons, mais aussi que nous avons pu avoir cette salle mise à disposition. Et puis j'en terminerai également pour remercier Maurice Bontinck, qui a accepté aujourd'hui, journaliste à la Charente Libre, qui a accepté d'intervenir pour animer ce débat. Voilà, je vais céder la parole à Lina et je vous souhaite à toutes et tous une très belle après-midi. Merci Christine, je ne vais pas être très longue non plus, mais c'est vrai que j'ai fait une liste de personnes que je tiens absolument à remercier, à commencer par vous, dont je ne connais pas toujours, que je ne connais pas pour la plupart d'entre vous. Merci de votre présence qui fait honneur à notre invité. Merci à la municipalité d'Angoulême, mais ça Christine vient de le faire. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Merci à Europe Direct et Mathieu Bégodeau, qui est là-bas au fond, mais dont vous avez vu le stand en entrant. Nous sommes très souvent côte à côte avec Europe Direct dans toutes les manifestations, en particulier au mois de mai, quand nous organisons sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine les manifestations que nous appelons le joli mois de l'Europe. Merci à Pascal Dulandel, lui aussi, il est là-bas, et à son équipe de la librairie Cosmopolite. Ils sont présents à nos côtés en cette occasion, mais en bien d'autres aussi. Merci à RCF Charente, avec qui nous travaillons aussi assez régulièrement, qui va assurer, ces deux messieurs vont assurer la capture audio de cet après-midi. Merci à Maurice Bontinck, un journaliste de Charente Libre. Nous sommes nombreux à lire les articles et les éditoriaux de Maurice Bontinck. Merci à lui d'avoir accepté si gentiment d'assurer l'animation et la modération de cette manifestation. Merci Christine Granet, qui s'est beaucoup démenée, je dois dire, pour réussir à nous trouver une salle disponible aujourd'hui. Et monsieur l'adjoint à la culture ne démentira pas, il y a toujours plein de choses qui se passent ici. Je voudrais dire aussi un grand merci à tous mes amis du comité des jumelages et en particulier à ceux de la commission Hildesheim. Quand l'an dernier, nous avons réfléchi à la manière dont nous pourrions évoquer et célébrer les 60 ans du traité de l'Élysée et la démarche de réconciliation que ce traité mettait en œuvre, on s'est posé la question, oui, une conférence, pourquoi pas, mais qui ? Et j'ai dit à l'époque, je sais bien à qui j'aimerais demander d'en parler, mais je n'oserais jamais. Merci à Béatrice et à Yvette de m'avoir dit « essaye ». Et donc, merci très chaleureusement à vous, Monsieur Guetta, pour m'avoir répondu dans les heures qui ont suivi. Vous nous faites un très grand honneur en venant passer cet après-midi avec nous, alors que votre emploi du temps est particulièrement chargé. Vous avez à la fois votre mandat de député européen, mais vous avez aussi, depuis quelques semaines, la promotion de votre dernier ouvrage. La réconciliation entre deux pays qui se sont faits
ou qui se font la guerre. C'est à la fois quelque chose d'immensément nécessaire et immensément difficile et courageux. Et nous sommes, vous le savez sans doute, Monsieur Guetta, nous ne sommes pas loin du village d'Oradour. Le seul survivant du massacre d'Oradour nous a quittés il y a quelques mois. C'est quelqu'un qui a énormément œuvré pour la réconciliation et qui n'a jamais cessé de tenir un langage d'apaisement. Et s'il y avait quelqu'un pour qui ça devait être difficile, c'était lui. Cette réconciliation entre deux pays qui se sont fait la guerre ou qui se font la guerre, c'est donc très, très courageux. Il faudra bien y songer, vous l'écrivez vous-même, dans un avenir que nous souhaitons proche, mais vous le dites bien mieux que nous. Et donc, en y portant le double regard de l'élu européen que vous êtes et du journaliste que vous êtes toujours. Donc, c'est avec un immense plaisir qu'on va vous donner la parole. Bonjour à tous. Je vais d'abord faire un petit point sur le déroulé. On était parti comme ça, c'est-à-dire de faire un échange questions-réponses d'environ 3/4 d'heure à peu près, ce qui permet à la salle ensuite de poser toutes les questions que j'aurais pas posées ou qui sont venues pendant cet échange. Et puis à la fin de ce débat, ceux qui veulent, ils peuvent aller chercher le livre chez Pascal qui est au fond de la salle et Bernard Guetta fera la gentillesse de signer, dédicacer à ceux qui le désirent. Voilà. Et il y a un train à 17h30, je pense. Donc on a... Voilà. Bon, ça nous laisse quand même un petit peu de marge. Donc merci Bernard Guetta déjà d'avoir accepté cette invitation du comité de jumelage et de tous ceux qui ont organisé cette rencontre. Donc nous allons pouvoir déjà nous adresser aux députés européens que vous êtes depuis 2019 et aux journalistes que vous êtes depuis presque toujours. Depuis 52 ans. Voilà. On ne parlera pas de la retraite ici, mais bon, vous avez largement passé les annuités. Si l'invitation s'est faite à l'occasion des 60 ans du traité de l'Élysée, nous allons également bien sûr aborder l'actualité de l'Europe, aujourd'hui marquée par la guerre en Ukraine et les conséquences sur l'état de l'Union. Pour cela, on va s'appuyer sur le livre La Nation européenne, qui est sorti, votre dernier livre, le 19 avril dernier. Mais on va commencer, comme je l'ai dit, par le traité de l'Élysée, qui fête ses 60 ans cette année. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de 1963, les protagonistes de ce traité, et quels étaient leurs objectifs à l'époque ? De Gaulle est revenu au pouvoir. Non, d'abord, pardon. Bonjour à tous et merci à vous, parce que ce n'est pas à vous de me remercier, c'est à moi de vous remercier. Premièrement, de m'avoir invité et deuxièmement, d'être aussi nombreux. Mais arrêtons avec les remerciements. En 63, au moment où la France et l'Allemagne signent le traité de l'Élysée, De Gaulle est revenu au pouvoir depuis 5 ans. Il est évidemment le seul homme politique français à pouvoir dire, même pas 20 ans après la fin de la guerre, 18 ans après la fin de la guerre, à pouvoir dire aux Français, non seulement il faut pardonner, non seulement il faut oublier, mais il faut construire. Et il faut construire ensemble. Aucun autre homme d'État n'aurait pu le faire que celui qui avait lancé l'appel du 18 juin et organisé la France libre et organisé la résistance de la France à l'occupation et au régime de Vichy. D'un autre côté, l'Allemagne était dirigée par un homme vraiment, je crois, universellement respecté, un démocrate chrétien qui avait eu une attitude extraordinairement digne pendant la guerre. Et ces deux hommes se connaissaient personnellement. Adenauer était venu rendre visite à De Gaulle avant 1958, à la Boisserie. Et il y avait une relation de totale confiance et de profond respect entre les deux hommes. Que cherchait Adenauer ? C'était très simple.
achever, ou plutôt, achever c'était encore bientôt, mais faire franchir une nouvelle étape au retour de l'Allemagne dans le concert des nations. Que cherchait De Gaulle? Oh, une chose extraordinairement simple et d'une actualité stupéfiante. Il cherchait à affirmer l'Europe. Il y avait, à l'époque, on n'en était même pas à la détente. La guerre froide battait son plein, évidemment. L'Europe était prise en tenaille entre l'Union soviétique d'un côté, les États-Unis de l'autre. L'Europe était coupée en deux, évidemment, nous nous en souvenons. Des pays comme la Pologne, comme la Roumanie, appartenaient, la Tchécoslovaquie à l'époque, etc., appartenaient à l'autre bloc. Oui, notre continent était coupé en deux alors qu'il ne fait qu'un. Alors qu'il ne fait qu'un, on le voit bien aujourd'hui. Et les pays du bloc soviétique étaient obligés d'obéir au doigt et à l'œil. Les pays du monde libre, de l'alliance avec les États-Unis, c'était pas au doigt et à l'œil, mais ils étaient obligés de suivre sur les grands sujets les États-Unis pour une raison extraordinairement simple, c'est que la défense de notre continent, de nos pays, dépendait pas un peu, pas partiellement, totalement des États-Unis. Et donc nous n'avions pas de voix, nous les Européens. Nous ne pouvions pas réellement nous exprimer, et l'ambition de De Gaulle était donc de construire sur la relation franco-allemande apaisée, sur un retour de la paix entre les deux ennemis de toujours, ou de presque toujours en tout cas, de construire une Europe unie. La réconciliation franco-allemande était dans l'esprit de Gaulle, pas la première pierre, il y en avait déjà eu d'autres, mais la clé de voûte, on va dire, la clé de voûte de l'unification de l'Europe et donc de son affirmation sur la scène politique internationale. Il est frappant de voir, et ça nous offre une transition parfaite, mais pas une transition pour la commodité de notre discussion, une transition, écoutez, entre 63 et nos jours. Il est frappant donc de voir à quel point la défense et la question de la sécurité occupent une grande place dans le traité de l'Élysée. On voit aussi, on parle beaucoup de ce traité de l'Élysée depuis qu'il a été signé en 63, d'une pierre principale de la réconciliation entre la France et l'Allemagne et de la construction. Mais on voit aussi dans ce traité toutes les difficultés à construire cette Europe de la défense, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais le général de Gaulle a été à l'époque assez, on va dire, en colère, parce que le Bundestag, donc les parlementaires allemands, dans un préambule, ont enlevé beaucoup de ce qui faisait la conception gaullienne de ce traité, c'est-à-dire de mettre des moyens en commun sur la défense. Et dans le préambule du Bundestag, il est écrit qu'il fallait parler des États-Unis, du lien de l'Allemagne aussi avec les États-Unis, ce qui a beaucoup agacé De Gaulle. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment, un petit quiproquo, ou en tout cas, ce traité montre aussi toutes les difficultés à construire cette défense européenne qui avance aujourd'hui, mais qui n'est pas encore complètement là. Vous mettez le doigt, et les parlementaires allemands, en ajoutant un préambule au moment de la ratification par l'Allemagne, en ajoutant un préambule au texte dont De Gaulle et Adenauer étaient les deux signataires et qu'ils avaient négocié ensemble, en ajoutant ce préambule, ils anticipaient, ou plutôt, ils balisaient le débat qui nous occupe toujours en Europe, celui du rapport avec les États-Unis. Alors à l'époque, c'était vraiment très très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va y venir. Mais à l'époque, souvenons-nous, l'Allemagne est coupée en deux. L'Allemagne n'a absolument pas d'armée. L'Allemagne n'a absolument pas de défense. Et l'Allemagne fédérale, disait-on,
Enfin, on dit toujours, mais on disait l'Allemagne de l'Ouest, plus exactement, l'Allemagne de l'Ouest, mais dépendait, mais alors totalement des États-Unis. La France avait une armée, pas l'Allemagne. Et autant Adenauer comprenait l'ambition historique de De Gaulle, autant le Parlement allemand, le Bundestag, et je dois dire, tout parti confondu, ou à peu près, tout parti confondu, est pris de vertige devant ce texte dans lequel il n'est pas dit noir sur blanc que cet embryon de défense commune, en tout cas cet embryon de défense commune à l'Allemagne et à la France, dans le traité de l'Élysée, s'inscrit dans l'Alliance atlantique. Et véritablement, les députés allemands sont, encore une fois, pris de vertige parce qu'ils se disent, mais où est-ce que cet illuminé de De Gaulle nous entraîne ? Cet illuminé, et il n'avait pas tort d'ailleurs. De Gaulle était un illuminé aux deux sens du terme, au sens ironique, pour ne pas dire péjoratif, mais au sens aussi porté par une lumière. Porté par une lumière parce qu'il voyait beaucoup, beaucoup plus loin que son époque, qu'on ne voyait à son époque, mais aussi plus loin que son époque. Et donc il rajoute ce préambule pour dire oui, mais bien sûr, la réconciliation, ça va de soi, bien sûr, la coordination en matière de défense, mais tout ça sous le chapeau de l'Alliance Atlantique. Oui, bon, d'accord, mais il y avait dans l'insistance quelque chose qui allait plus ou au-delà d'une crainte, d'une simple crainte. Il y avait une volonté de la part des élus allemands de dire aux États-Unis, qui étaient très certainement intervenus au Bundestag pour le faire comprendre, de dire aux États-Unis, c'est pas parce qu'on signe quelque chose d'aussi important avec ceux de Gaulle qui vous cause tellement de problèmes, car il causait beaucoup de problèmes aux États-Unis, qui vous cause tellement de problèmes qu'on se détourne de vous. La preuve, regardez ce qu'on rajoute, d'où colère de Gaulle quand il a vu arriver le préambule, mais il ne pouvait rien faire. Le Bundestag, voilà. D'ailleurs, dans un coup de colère, De Gaulle aurait dit de toute façon, c'est pas la première fois qu'un traité avec les Allemands n'est pas respecté en référence au traité de Versailles. C'est Perfit qui a raconté ça, oui. Il aurait même dit si c'est comme ça, on va aller plus voir vers l'URSS. Oui, paraît-il. C'est ce que Perfit raconte, en effet. Il ne l'aurait pas fait, évidemment. C'était un mouvement de colère. Mais pourquoi est-ce que je vous disais qu'on retrouve là les prémices du débat qui traverse toujours l'Union européenne? Un tabou, aujourd'hui, est tombé, enfin plutôt il est tombé en 2016, dans l'Union européenne. Le tabou sur, justement, la défense commune, la défense européenne. Jusqu'en 2016, les Français étaient rigoureusement les seuls à défendre dans l'Union européenne l'idée qu'il faille une défense commune de l'Union européenne, une défense européenne. Cette idée faisait très peur à nos alliés, exactement pour les mêmes raisons que le traité de l'Élysée avait fait peur au Bundestag. Mais comment ? Si nous constituons une défense commune, une défense européenne, ça veut dire que nous nous éloignons des États-Unis. Alors nous n'aurions plus la protection que nous accorde l'Alliance privilégiée avec les États-Unis. Non, c'est une folie. C'est une folie. Et toutes les capitales de l'Union européenne le pensaient, et a fortiori les capitales des pays qui venaient juste de sortir du bloc soviétique, et on le comprend naturellement. Et puis, M. Trump arrive. Et M. Trump, pendant sa première campagne électorale, celle qui l'a remportée, hélas, dit un jour, et le martèle ensuite, que si des pays baltes étaient demain attaqués, il ne précise pas par qui. Enfin, on se doutait bien que ce n'était pas par les Martiens. On se doutait bien que c'était par la Russie. Que si les pays baltes étaient demain attaqués, eh bien, avant de voler à leur secours, les États-Unis devraient vérifier que ces pays étaient bien à jour de leur contribution à l'Alliance Atlantique. Mais quand les Baltes ont entendu ça, quand les Polonais l'ont entendu, mais quand les Suédois, quand les Danois, quand tous les autres pays de l'Union européenne, les 27 autres à l'époque,
la Grande-Bretagne n'était pas déjà sortie. Les 28 autres ont entendu ça et ils se sont dit, mais finalement, peut-être que ces Français n'étaient pas si fous que ça, en nous mettant en garde depuis tellement d'années sur le fait qu'un jour ou l'autre, les États-Unis ne seraient plus là pour nous défendre et que si nous n'avions pas de défense commune, nous serions, en bon français, tout nus. Et ça a été une douche froide dans toute l'Union européenne. Et d'un jour à l'autre, quand je dis d'un jour à l'autre, c'est une expression, mais d'un mois à l'autre, ça n'est pas une expression. Littéralement, d'un mois à l'autre, le tabou, le refus de l'idée même d'une défense commune est tombé. Est-ce qu'il y a un exemple qui vous vient à l'esprit de ce mois à l'autre qui change? Vous n'étiez pas encore député européen à l'époque, mais encore journaliste. Est-ce qu'il y a un moment où vous dites, ah là, il y a peut-être un Lituanien ou un autre pays où vous dites, là, il y a... Oui, parce que j'ai longtemps été correspondant précisément dans cette région de l'Europe, en Europe centrale. Je l'étais pour Le Monde au début des années 80. Et donc, j'ai beaucoup d'amis, de connaissances, toujours, dans ces pays-là. Et j'ai reçu des coups de fil de copains qui me disaient, mais finalement, parce que très souvent, je m'étais engueulé avec eux en leur disant, mais écoutez, vous êtes aveugles. Vous êtes aveugles. Un jour ou l'autre, à cause de votre cécité, nous nous retrouverons sans rien. Finalement, Bernard, tu n'avais peut-être pas tellement tort. Non, c'est pas moi qui avais pas tellement tort. C'est la France, le général de Gaulle et tous ses successeurs depuis. Et à peu près l'unanimité, d'ailleurs, des partis politiques français sur ce point-là. Et donc, j'ai senti ça. Mais c'est surtout quand je suis arrivé au Parlement. Parce que, précisément, parce que j'avais 50 ans de journalisme dans les bottes et 50 ans de journalisme international, beaucoup des députés me connaissaient comme ancien journaliste, enfin, m'avait connu comme journaliste. Et donc, il venait me voir. Mais alors, qu'est-ce qu'il a vraiment en tête, votre président, sur la défense, etc. Mais vous, les Français, évidemment, vous voulez sortir de l'Alliance Atlantique. Mais attendez, où êtes-vous allé chercher cette idée? Alors, il y a quand même Emmanuel Macron qui dit, à juste titre, que l'OTAN est en état de mort cérébrale en 2019. Est-ce qu'il a dit qu'il voulait en sortir? Non, mais... Il a dit l'OTAN, l'Alliance Atlantique, est en état de mort cérébrale, ce qui était vrai. Enfin, la Turquie, qui est un pays membre presque fondateur, pas fondateur, mais presque fondateur, à quelques années près, de l'Alliance Atlantique, écoutez... comment dire ça poliment, était en train de flirter avec M. Poutine. Bon, c'était quand même une situation étrange. Et Macron a mis le doigt là-dessus, mais pas du tout pour dire il faut en sortir, mais il faut se secouer, il faut se réveiller. Et donc je dis à mes amis, mais écoutez, De Gaulle n'a jamais voulu sortir de l'Alliance Atlantique. Il est sorti du commandement intégré. C'est tout à fait dit, ce qui n'est pas du tout la même chose, mais vraiment pas du tout la même chose. Et je vous rappelle quand même que le premier chef d'État européen à avoir affirmé sa solidarité pleine et entière avec les États-Unis pendant la crise de Cuba a été qui? De Gaulle. A été qui? De Gaulle. Vous avez bien entendu, les amis? De Gaulle. Il n'est pas si anti-américain que ça. En tout cas, pas si primitivement anti-américain que vous le pensez. Alors, arrivant au Parlement, je sens que véritablement, on est entré dans une autre époque. Et puis, là-dessus, arrive la pandémie. Et en l'espace de quelques semaines, la France, qui était la seule, là aussi, à plaider depuis des années et des années pour que l'Union européenne ait la possibilité d'emprunter en commun pour réaliser des projets industriels en commun, développer des politiques industrielles communes. Eh bien là, devant la catastrophe économique que suscitait la pandémie, eh bien, en 10 jours, Emmanuel Macron arrive à convaincre Mme Merkel, et je vous assure que c'était une prouesse de convaincre Mme Merkel en 10 jours, surtout sur ce sujet-là, qu'il fallait emprunter, et emprunter, pas 3 francs 6 sous, 750 milliards d'euros, excusez du peu.
Madame Merkel en est convaincue et arrive Macron et Merkel, bras dessus, bras dessous, pour dire à tous les autres pays membres, bah, écoutez, finalement, oui, il faut en passer par un emprunt commun de l'Union européenne. Oh là là, mon Dieu, mais ils sont tous tombés de leur chaise. Enfin, pas tous. Il n'était mais jamais arrivé. Hein. C'était jamais arrivé. C'était jamais arrivé. Et alors, la deuxième grande bagarre des Français dans l'Union européenne, c'était, mais écoutez, arrêtons ces histoires. Enfin, quoi, on peut emprunter, qui plus est avec des taux bas à l'époque, hein, avec des taux très bas à l'époque. Il faut développer des projets industriels en commun. Ben, pourquoi ne pas emprunter en commun? Non, jamais les équilibres budgétaires, gna gna, etc., etc. Là, les Néerlandais, qui sont encore plus rigueur budgétaire, j'allais le dire, donc je vais le dire, ils sont protestants. Pas tous, mais enfin, ils sont fondamentalement protestants. Ben, ça ne se fait pas d'emprunter. Ça ne se fait pas. Là, les Néerlandais, vraiment, ça allait mal, puis ils ont fini par dire oui, dans un gémissement d'horreur. Dans un gémissement d'horreur, mais bon, ben, y a eu une unanimité. Deuxième tabou qui tombe. Et là-dessus, M. Poutine envahit l'Ukraine. Et pendant que M. Biden répète matin, midi et soir dans tous les micros que les États-Unis n'interviendront pas dans ce conflit, soutiendront l'Ukraine, mais n'interviendront pas dans ce conflit, bien en moins de 3 jours, en 2 jours et demi exactement, les 27 Européens, on n'était plus 28, les Britanniques étaient partis, heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement ça n'aurait pas marché, les 27 Européens décident d'organiser en commun des livraisons d'armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent résister à l'agression. Et c'est en large partie, pas totalement, bien entendu, mais c'est en large partie, grâce à ces livraisons d'armes, que les Ukrainiens ont pu casser l'avancée des Russes. Et puis, surtout, ça a créé une mobilisation et un courage, une certitude de gagner chez les Ukrainiens. Les Européens sont à nos côtés. Ça a été décisif, psychologiquement. Et dans une guerre, on sait très très bien que le moral des troupes, et qui plus est, le moral de la population en général, est absolument fondamental. Eh bien, cette manifestation très concrète de solidarité et d'unité européenne avec les Ukrainiens, je ne dis pas d'unité de l'Union, d'unité des Européens, ben, ça a été fondamental. Surtout qu'une des excuses de Poutine pour envahir l'Ukraine, c'était l'attractivité de l'Europe pour la population ukrainienne. Il était terrorisé par ça. Il était terrorisé par ça. Et il a dit ou fait dire... Pardon ? Dès 2014. Absolument, absolument. Il a dit ou fait dire l'avancée de l'OTAN, etc. Ce qui les terrorisait, c'était de constater l'attraction de l'Union européenne sur l'Ukraine. Parce que si l'Ukraine se rapprochait, je ne dis même pas entrer, mais se rapprochait de l'Union européenne et se développer, et s'enrichissait, et se démocratisait, et se stabilisait dans la démocratie. Mais quel horrible exemple pour la population russe. C'était terrifiant pour Poutine. Il ne fallait pas que ça marche. Il ne fallait surtout pas que ça marche. Et c'est une des raisons, à mes yeux, au vôtre aussi, je le comprends, c'est une des raisons fondamentales de l'agression de Poutine contre l'Ukraine. Et donc, troisième tabou, nous entrons dans un conflit. Pas en envoyant des hommes, mais nous entrons dans un conflit. Bien sûr que oui, nous sommes dans le conflit aujourd'hui. On le fait en 2 jours et demi, encore une fois. Et en dehors de tout traité. Où est la clause dans les traités européens disant mobilisation militaire, livraison d'armes communes? Il n'y en a pas. De même qu'il n'y en avait pas, d'ailleurs, pour acheter les vaccins en commun. Mais devant la nécessité, eh bien, nécessité a fait loi face au Covid, comme face à M. Poutine, de
Virus. Exactement. Je n'osais pas le dire, je vous laissais le dire. Plus Trump pour le troisième, on peut aller jusque-là. On peut aller jusqu'à Trump. Enfin, moi j'irai jusqu'à Trump, Mais en tout cas, et vous aussi. ce qui est paradoxal, c'est qu'on a peut-être un sentiment d'avoir une Union européenne qui n'a jamais été aussi soudée, justement pour reprendre ce terme, parce qu'il y a eu 3 virus successifs qui ont fait qu'il fallait accélérer vers peut-être une nation européenne. Quand je suis arrivé en 2019, ma grosse blague de collégien, et que vraiment je faisais dans tous les couloirs avec tous mes collègues, c'était « nous devons ériger dans chaque commune de l'Union européenne une statue à Donald Trump, père refondateur de l'Union européenne ». Et depuis, j'ai varié à M. Trump, à Mme Covid et à M. Poutine. C'est-à-dire, nous avons 3 pères refondateurs, père et mère d'ailleurs, refondateurs de l'Union européenne. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, il faut bien se comprendre. Précisément parce que nous sommes entrés aujourd'hui, à mes yeux en tout cas, tout le monde ne le dit pas et tout le monde ne le pense pas, mais à mes yeux en tout cas, nous sommes entrés dans le 3e moment de la construction de l'unité européenne, qui est la tentative de construire maintenant une union politique. Nous avons eu le marché commun, c'était un marché commun, c'était en vérité une zone de libre-échange accompagnée d'une chose absolument fondamentale, qui était le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le respect de l'état de droit. Et on ne pouvait pas intégrer ce marché commun si on n'était pas une démocratie et si on ne respectait pas les principes démocratiques. Ensuite, il y a eu l'union monétaire, et Dieu sait que ça a été sportif, et que ça a été long d'abord, puis sportif. Et maintenant, on entre, assez logiquement d'ailleurs, dans une 3e étape qui peut être l'étape de conclusion, mais pas demain matin, l'étape de conclusion dans 15, 20 ans, je ne sais pas. Enfin, bon, on verra un jour. Ou bien peut-être que ça se cassera la gueule. En même temps, vous n'êtes pas dupe. Hein. Vous dites tout à l'heure nécessité fait loi, mais là c'était presque urgence fait loi par rapport à ces 3 virus, pour reprendre la métaphore. Mais vous dites dans votre livre que vous êtes un fédéraliste depuis toujours, que vous rêvez comme d'autres en Europe, d'États-Unis d'Europe. Comme Victor Hugo. Voilà, oui, vous reprenez un texte de Victor Hugo dans votre livre, tout en disant aussi dans votre livre que finalement, il ne faut pas aller si vite parce que ce serait contre-productif d'essayer de changer les institutions. On a vu les difficultés que c'était pour essayer de changer ces institutions. Mais vous avez tout à fait raison. En effet, je l'écris, je suis plus que jamais fédéraliste parce que avec un marché commun, une monnaie commune, demain, ou déjà une politique étrangère et une défense commune, je dis demain ou déjà, parce que ce ne sont que les premiers balbutiements, évidemment, d'une politique étrangère commune et d'une défense commune, enfin, quand même. Avec tout ça, il nous faudra un jour des institutions politiques communes. Je veux dire par là un exécutif et un législatif commun, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Contrairement à ce que craignent ou pensent les souverainistes, ce sont les États qui décident d'absolument tout dans l'Union européenne. Et quand j'entends... C'est un parlementaire qui le dit. Hein, donc mais bien sûr, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité des traités, c'est la vérité des institutions. Le Parlement européen ne peut pas lever l'impôt. C'est déjà tout simple. Hein. D'où vient l'argent? Des États. Donc qui décide de la répartition de l'argent? Certes, en coordination avec le Parlement, certes avec des négociations et tout ce qu'on veut, mais enfin, au bout du compte, hein, quand vous êtes dans une famille, oui, on discute de la répartition de l'argent, mais enfin, bon, j'allais m'avurer en terrain dangereux. Bon, mais enfin, disons que dans une famille, il y a souvent quelqu'un qui décide, quoi, au bout du compte. Là, en l'occurrence, ce sont évidemment les 27 capitales. Ce sont évidemment les 27 capitales. Et donc, vous avez, comme dans tous les systèmes fédéraux, prenons les États-Unis, vous avez une chambre des États
et une chambre de l'Union. Aux États-Unis, nous le savons tous, il y a un Sénat et une chambre des représentants. Au Sénat sont représentés les 50 États des États-Unis, sur un pied d'égalité complet. C'est-à-dire que chaque État, le plus grand comme le plus petit, a 2 représentants au Sénat. En revanche, à la Chambre des représentants, évidemment que le Texas est beaucoup plus représenté que le Delaware, parce que, évidemment, que le nombre de représentants de tel et tel État dépend de l'importance de la population de tel et tel État. Ben, au Parlement européen, c'est exactement la même chose. Quel est l'État le plus représenté? L'Allemagne. Pourquoi? Non pas parce qu'elle est l'Allemagne, mais parce qu'elle est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. En revanche, au Conseil européen, notre Sénat, notre Chambre des États, eh ben, il y a un représentant pour le Luxembourg ou Malte, comme il y a un représentant pour l'Allemagne ou la France ou l'Italie, c'est-à-dire les pays les plus peuplés, et les plus riches d'ailleurs accessoirement. Eh bien, entre ces 2 chambres, vous avez une bataille permanente, parfois mesquine, parfois ridicule, parfois noble, très importante, qui porte sur des vrais sujets. Entre la Chambre des États, la Chambre de l'Union, ben oui, il y a une bagarre permanente, et la Chambre de l'Union ne rêve que d'une seule chose. Tous mes collègues députés, ben évidemment, de voir s'accroître les pouvoirs du Parlement. Alors, parce que c'est leur pouvoir, bien sûr, mais aussi avec un argument très noble, qui est « nous sommes un ensemble », eh bien, il faut que ce soit la Chambre de l'Union qui, au moins, pèse autant que la Chambre des États, comme c'est le cas aux États-Unis, ou dans tout État fédéral. Pour en revenir à votre question, pardon d'être long, avant d'être élu, avant d'être député, avant de vivre tout cela de l'intérieur, ben j'aurais dit oui, bien sûr, marchons le plus vite possible, au moins vers l'égalité des pouvoirs entre la Chambre des États et la Chambre de l'Union. Aujourd'hui, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas cela parce que précisément, nous sommes entrés dans une telle accélération du processus d'unification que si nous donnons en plus un pouvoir plus important encore qu'aujourd'hui à la Chambre de l'Union, au Parlement, institution encore mal connue, mal maîtrisée par nos concitoyens, par nos 450 millions pas seulement les Français, par nos 450 millions de concitoyens européens, les gens là ne vont plus du tout s'y retrouver. Et je crois qu'il faut continuer à renforcer, à approfondir notre unité en marchant, et qu'une fois que nous aurons marché, qu'une fois que les choses seront là, à ce moment-là, nous pourrons reparler de changement institutionnel. Mais si nous ouvrons demain matin, à nouveau, car on l'a fait 50 fois, et la dernière fois avec un échec retentissant, si nous ouvrons le chantier à nouveau d'une réforme institutionnelle, nous allons entrer dans des guerres de religion stupides, les fédéralistes contre l'Europe des nations, blablabla, etc., etc. Non, non, non. Avançons. Faisons les choses dont nous avons besoin. Nécessité doit continuer à faire loi. Et ensuite, nous tirerons le bilan. Et ensuite, nous pourrons, les uns et les autres, les différents courants, nous présenter devant nos 450 millions de concitoyens avec nos propositions, et elles seront beaucoup mieux comprises. Ça ne sera pas une guerre de religion, mais véritablement, bah, écoutez, oui, je suis pour ceci, plus de ceci ou moins de cela, etc. Et il faut d'abord que notre union devienne beaucoup plus familière. Et je terminerai là-dessus, et c'est un processus qui, je crois, est en cours. J'ai été très frappé que France Inter, ces 4 dernières semaines, ait invité 4 eurodéputés de couleurs différentes, naturellement, de couleurs différentes. Ça ne se faisait pas il y a encore peu de temps.
Les Vous, eurodéputés... vous dites d'ailleurs dans votre livre que souvent les pays envoyaient leurs hommes C'est Rocard politiques. qui disait ça. Oui, c'est Rocard, les plus emmerdeurs, c'est-à-dire ceux qui ont une certaine épaisseur, mais qui sont un peu, qui ont du mal avec les appareils politiques ou qu'on veut mettre sur le côté. Voilà, on les envoyait à Bruxelles. Le PS s'était débarrassé de Rocard à une époque comme ça. Dieu merci, il a fait un formidable boulot à Bruxelles. Il a fait où il a laissé un souvenir lumineux d'ailleurs, vraiment lumineux. Mais là, aujourd'hui, avec les vaccins, je dirais essentiellement les vaccins, le succès véritablement notable de l'Union européenne face à la pandémie et le succès aussi de l'Union européenne face à l'agression, parce que c'est vrai que les rangs sont serrés. Les rangs sont serrés. Et maintenant, nous en sommes à acheter des munitions en commun. Pas seulement à livrer des armes que nous avions, acheter des munitions en commun. Ce qui est un truc absolument invraisemblable. Mais les Ukrainiens le disent, et c'est absolument vrai, ils sont vraiment en manque de munitions, ils nous demandent des munitions. Eh bien, écoutez, on les achète en commun, donc moins cher et plus vite. Moins cher et plus vite. Exactement la même chose que pour les vaccins. Je n'aime pas mettre dans le même sac les armes et les vaccins, naturellement, mais vous comprenez le constat que je fais. Vous dites les rangs sont serrés face à l'urgence de la guerre ou face à l'urgence du Covid, mais évidemment que les rangs sont aussi fragiles. Si on était dans un temps peut-être plus normal, même, est-ce qu'il n'y a pas toujours ce risque qu'il suffit, par exemple, de l'extrême droite arrive en France ou au moins gagne les élections européennes, on rajoute l'Italie, et là on est tout de suite sur d'autres pays, et on est tout de suite sur un autre mode de gouvernance. Et le rêve d'une union, j'allais dire unie, une union unie comme elle l'est aujourd'hui, peut vite s'évaporer. Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que la description que vous faites est absolument exacte, naturellement. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce que Mme Le Pen ne parle plus aujourd'hui de l'Union européenne comme d'une prison des peuples, prison des peuples dont il faudrait que la France s'échappe immédiatement, parce qu'elle sait que les Français ne suivraient pas, y compris ses propres électeurs ou des gens tentés de voter pour elle, parce que les Français ont bien vu, et tous les Européens ont bien vu que cette unité était nécessaire. Pourquoi est-ce qu'elle ne parle plus de sortir de l'euro? Pour la même raison. Pourquoi est-ce que Mme Meloni, l'actuelle présidente du Conseil italien, qui était la numéro 1 d'un parti de filiation directe, avec Mussolini, pourquoi est-ce qu'elle ne dit plus un mot contre l'unité européenne? Alors elle dit évidemment qu'elle est contre le fédéralisme, qu'elle veut l'Europe des nations, etc. Mais l'achat des munitions en commun, etc., elle vote. Les sanctions contre M. Poutine, elle vote. Bien, parce qu'elle sent bien, peut-être qu'elle a évolué, j'en sais rien. Et on s'en fiche en vérité. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Eh bien, elle sent bien que l'Italie ne suivrait pas si elle disait sortons un Italexit, sortons l'Italie de l'Union européenne. Et aujourd'hui, Madame Le Pen reste de plus en plus isolée au sein même des extrêmes droites européennes dans son hostilité qui reste très très grande, on le sent bien encore entre les lignes, à l'Union européenne. Donc pourquoi est-ce que ces partis qui étaient fondamentalement hostiles à l'unité européenne, aujourd'hui, c'est parce qu'ils voient l'évolution de l'opinion. Et cette évolution, elle est très forte. Alors, il y a un chiffre qui est particulièrement frappant. Dernier sondage britannique, 62% des Britanniques non pas regrettent la sortie de l'Union européenne, mais veulent revenir dans l'Union européenne.
62% veulent revenir. Et dans tous les pays de l'Union européenne, le pourcentage des citoyens hostiles qui déclarent une hostilité à l'unité européenne et à l'Union européenne, mais a dégringolé d'une manière spectaculaire en 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on est partout au-dessous de 15%, 16%, 17%, et beaucoup plus souvent à 8-9%, c'est-à-dire presque les marges. Enfin, les marges. En vérité, les marges. Même si je crois que la France reste encore dans les plus eurosceptiques. C'est vrai, mais toujours à un niveau très bas. En tout cas, beaucoup plus bas qu'au moment de l'empoignade nationale sur le projet de constitution européenne, etc. Les chiffres ne sont plus du tout les mêmes et l'attitude vis-à-vis de l'Union européenne n'est plus du tout la même. Alors, bien entendu que le problème que vous citiez est là, mais d'un autre côté, il y a cette évolution et d'un autre côté, il y a aussi le fait que on est véritablement maintenant entré dans le vif du sujet. Et on va avoir des engueulades, mais monstrueuses, entre États membres de l'Union européenne, sur la conception de la défense européenne, sur les priorités à donner ou ne pas donner à telle ou telle politique industrielle, telle filière industrielle. Et quand on sera mis d'accord sur la priorité à tel ou tel, je sais pas quoi, moi, l'hydrogène, machin, etc. Bon, j'y connais rien. On va s'engueuler sur où est-ce qu'on crée les usines, et donc où est-ce qu'on crée les emplois, et où est-ce qu'on crée les rentrées fiscales. Souvenons-nous du sport incroyable qu'avait été la création d'Airbus. Mais un matin sur deux, tous les journaux européens annonçaient que Airbus, c'est fini, oubliez, ça marche pas, tout le monde s'engueule. Tout le monde s'engueulait, méchamment, mais très très méchamment. Et c'est vrai qu'Airbus a failli être borné. Et aujourd'hui, Airbus dame le pion à Boeing pour rester poli, pour ne pas faire trop de peine à Boeing. Et ce qu'on ne souhaiterait pas faire de la peine à Boeing. Bon, ça va être sportif. Mais déjà, l'idée est là. C'est-à-dire mais l'idée est là. Déjà, de pouvoir s'engueuler sur une défense européenne, à l'avant, on ne pouvait même pas en discuter. Écoutez, si on s'engueule, c'est que ça existe. Si on ne s'engueule pas, c'est que ça n'existe pas. C'est très simple. Et c'est pour ça que j'ai employé très très vite dans mes papiers, et je l'ai repris dans le livre, une citation d'un auteur français que nous connaissons tous, « Levez-vous, orages désirés ». Parce que si les orages ne se lèvent pas, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'on dort, qu'on ne fait rien, qu'on n'avance pas. S'il y a orage, ah oui, ça va être embêtant, mais quelle bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle. On va peut-être venir sur une dernière partie, plus spécifiquement sur la guerre en Ukraine et les conséquences sur l'Europe. Peut-être une question vue de France, que vous expliquez, vous en parlez aussi un petit peu dans le livre, c'est l'incompréhension par moment, notamment chez les anciens pays satellites de l'URSS, de la position d'Emmanuel Macron, qui a voulu maintenir le contact le plus longtemps possible avec Vladimir Poutine au début de la guerre. Est-ce que vous pouvez expliquer cette forme d'incompréhension où on disait même, on venait même vous voir parce qu'on disait que vous étiez l'oreille de Macron en disant mais qu'est-ce qu'il... Il n'est pas vrai, hélas. Mais s'il m'écoutait. En gros, on vous disait mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi à quel jeu joue la France, ce qu'on vous a reproché, on en reparlera peut-être aussi sur l'appel du peuple russe, où vous parlez à la population russe. Et là aussi, on se demandait pourquoi vous mainteniez un tel contact. Est-ce que vous pouvez parler de ce moment qui a été... Mais vous savez, il y a dans l'Union européenne et dans chaque pays de l'Union européenne, pas seulement dans les pays échappés du bloc soviétique, un grand débat.
Le jour où la défaite ou l'échec, on va dire ça comme ça, le jour où l'échec de Poutine aura été acté, que fait-on avec la Russie? Parce que, pour l'instant, il ne faut pas qu'il gagne. Il ne faut pas que l'agression gagne. C'est clair, très bien. Il faut lui infliger, à ce despote, une défaite assez cinglante pour que lui ou son successeur viennent à la table des négociations. Mais le jour où nous sommes à la table des négociations, qu'est-ce qu'on dit aux Russes? Alors là, il y a, pour simplifier naturellement et même un peu caricaturer, il y a deux positions. Les Russes ont toujours été des esclaves. Dans la Russie impériale, l'absolutisme tsariste, sous Staline, la terreur de masse, sous Poutine aujourd'hui. Et finalement, il y a eu deux parenthèses enchantées, aussi brèves l'une que l'autre, 1905 et Gorbatchev et la perestroïka. Donc ces gens, on ne peut rien faire avec eux. Et l'essentiel est de rebâtir un mur à la frontière de la Russie et de les oublier de l'autre côté du mur. On ne veut plus rien avoir avec eux. On ne peut rien faire avec eux. Ce raisonnement, écoutez, il existe, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas tenu que par des imbéciles. Et troisièmement, souvenons-nous de ce que nous avons fait avec l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. C'était grosso modo ça. Le raisonnement de Macron, qui est aussi le mien, mais qui n'est pas seulement le raisonnement de Macron et de moi, Dieu merci, Dieu merci, est tout à fait contraire. Et de dire, écoutez, il y a un despote abominable, ses crimes sont incommensurables, mais ce despote ne durera pas toujours. Un jour, il y aura la paix, et un jour, il faut construire une paix durable, une paix juste et durable sur ce continent qui est, comme disait Gorbatchev, notre maison commune. Et c'est vrai, c'est notre maison commune. Eh bien, pour cela, il faudra mieux faire ce que nous avons fait avec l'Allemagne en 1947 que ce que nous avions fait avec l'Allemagne en 1918 avec le traité de Versailles. Et quand Macron dit « il ne faut pas humilier la Russie », c'est tout ce qu'il veut dire. Simplement, Monsieur le Président, on ne dit pas ça 3 semaines après l'entrée des troupes russes en Ukraine. Toute vérité n'est pas bonne à dire à tout moment. Dieu sait que c'était une vérité et que ça reste une vérité. Enfin, je le crois, fondamentalement. Mais Macron, je suis dans sa majorité présidentielle, dans aucun des partis de la majorité présidentielle d'ailleurs, je suis un électron libre, je les rejoins sur l'unité de l'Europe et sur le discours de la Sorbonne, fondamentalement. Mais je constate une chose, c'est que Macron agit, alors qu'il est chef d'État, comme s'il était Raymond Aron dans un séminaire au Collège de France, et qui parlait, a dit de ses étudiants les plus brillants. Son discours de la Sorbonne est un des meilleurs. Pas faux, pas faux, peut-être bien, peut-être oui, c'est pas faux. Et alors, il parle sur la scène internationale, encore une fois, comme s'il était Raymond Aron dans un séminaire de 10 personnes au Collège de France, avec les meilleurs spécialistes des relations internationales qui connaissent tout du traité de Versailles, du plan Marshall en 1947, etc., parce que lui, il a intégré tout ça, évidemment. Et il oublie que quand il dit « il ne faut pas humilier la Russie », eh bien, c'est entendu en Ukraine, en Pologne, dans les Pays-Bas, mais dans toute une partie de la France. Entendons-nous avec Poutine. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Ce n'est pas du tout ce qu'il a en tête. Ce n'est pas très respectueux de dire ça, mais il peut être extraordinairement maladroit. Quand bien même a-t-il totalement raison, je dis bien en l'occurrence, sur le fond. Et je ne vais pas vous faire le développement, mais il a récidivé avec Taïwan.
sur le fond, c'est exactement la même chose. Je crois qu'il a totalement raison dans le fond de ce qu'il a dit. Mais ça a été perçu d'une manière épouvantable. Non seulement à Taïwan, mais alors, bon, dans les pays... Parlement aussi, je crois. Au Parlement européen, très très mal, très très mal. Beaucoup de mes collègues sont venus me voir en disant tu vois bien, ils tapent sur le ventre des dictateurs. Hier, il ne fallait pas humilier Poutine, maintenant, il ne faut pas humilier Xi Jinping. Mais non, il n'a pas dit ça. Mais si, il l'a dit, mais non, il ne l'a pas dit. Enfin bon. Souvenons-nous d'une chose, allez, pour le consoler. Quand De Gaulle disait « Vive le Québec libre », il n'était pas très bien compris. Et pourtant, il n'avait pas tort. Je crois qu'il y a un Québécois, d'ailleurs, parmi nous. Non, il est là ou pas? Je ne sais pas si... Bon. Mais De Gaulle a traversé des moments comme ça. Souvenons-nous, quand De Gaulle sort du commandement intégré pour dire « J'ai doté la France », d'ailleurs, c'était la 4e République qui l'avait fait, mais enfin bon, peu importe. La France est dotée de l'arme atomique, nous n'avons pas à nous soumettre aux injonctions militaires des États-Unis. Nous décidons seuls, et donc nous sortons du commandement intégré, même si nous restons dans l'Alliance Atlantique, parce que nous sommes évidemment partie prenante de l'Alliance des démocraties contre l'Union soviétique. Mais écoutez, allez regarder les collections de journaux. C'est facile maintenant sur Internet. Mais le monde entier... La France, Monsieur Le Canuet, vous vous souvenez de Monsieur Le Canuet? Monsieur Le Canuet s'est tout fait. Comment ça? La trahison de l'amitié des États-Unis qui sont venus nous sauver 2 fois en 14 et en 40, enfin en 45 en tout cas, au 44, etc., etc. Je vais être maintenant gentil avec Macron. Comme d'autres chefs d'État, ou comme d'autres chefs d'État ayant une vision historique à long terme, parfois, il oublie que on ne peut pas tout dire à tout moment devant tout public. Et là, il n'est pas chef d'État. Moi, je lui en fais la critique. Alors que j'ai une très grande... Pardon de le dire, je suis honnête, j'ai une très grande considération pour lui. Je pense qu'il a vraiment apporté beaucoup de choses sur la scène internationale, et notamment sur l'Europe, et des choses essentielles, vraiment essentielles. Nobody is perfect. On va peut-être conclure cette première partie par une dernière question qui peut-être va résumer un peu tout ce qu'on a dit, même si on aurait voulu en faire un petit peu plus, c'est comme toujours. Quelle est pour vous, de votre expérience cette fois de parlementaire, la principale qualité de l'Europe et son principal défaut? Alors attention. De l'Europe ou de l'Union européenne, du Parlement européen, de l'Union européenne. De l'Union européenne. Écoutez, de l'Union européenne, c'est très très simple. C'est que si ça ne marche pas, nous ne comptons plus. C'est très simple. Si ça ne marche pas, nous ne comptons plus. Et nous sommes totalement dépendants ou des États-Unis ou de la Chine. Tant qu'à faire, je préférerais à ce moment-là qu'on soit dépendant des États-Unis, mais je préférerais que nous soyons indépendants plutôt que dépendants. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions qui n'ont peut-être pas été abordées, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser à Bernard Guetta, le temps qu'il boive un petit verre d'eau quand même. Merci. Bonjour, Monsieur Guetta. Donc, je voudrais revenir sur la construction européenne. Et je vais essayer de faire simple et rapide, parce qu'il y a 1000 questions que je me pose, enfin que j'aurais aimé vous poser. Donc finalement, avec la construction européenne, nous sommes, si je comprends bien, condamnés à n'avancer qu'à coup de crise, dans le désordre, et quelque part à courir après les événements, à rattraper les choses, plutôt que d'être à l'initiative. Je parle au plan mondial.
Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça pour deux raisons. D'une part parce que ce que vous venez de dire de l'Union européenne est valable de tout pays, à toute époque, et j'ajouterais de tout individu à toute époque. On se forme dans les crises. Évidemment qu'on se forme dans les crises. Quand est-ce qu'un enfant devient un adulte? Mais après avoir traversé l'épouvantable crise de l'adolescence. Quand est-ce qu'un homme plus âgé devient sage? Eh bien, après avoir, un homme ou une femme d'ailleurs, après avoir traversé le moment très pénible où on réalise que l'on n'est plus jeune, mais vieux. Quand est-ce que la France, avec De Gaulle, a la sagesse de comprendre que l'époque des empires coloniaux, c'est fini et qu'il faut tirer un trait sur l'Algérie française? Ça a été difficile, souvenons-nous-en. Ça a été horriblement difficile, naturellement pour les Algériens, mais pour nous aussi. Demandons à la génération des jeunes gens envoyés sur le front en Algérie à cette époque-là, ils ne s'en sont toujours pas remis. Ils ne s'en sont toujours pas remis. Pour la plupart d'entre eux, en tout cas. Alors, c'est toujours dans les crises que l'on fait des bons. Donc, n'en veuillez pas à l'Union européenne, ne le déplorez pas. C'est comme ça. Et puis, deuxième chose, tout ce qu'on a construit avant, c'est-à-dire avant d'entrer dans ce troisième acte, celui de la possible, j'y crois beaucoup, moi, enfin, de la possible construction d'une union politique. Mais on l'a fait précisément dans une période de paix. Et on l'a fait, Monnet disait, je ne suis pas optimiste, parce qu'on lui disait toujours, oh, comme vous êtes optimiste. Non, non, il répondait, je ne suis pas optimiste, je suis déterminé. Et il y a eu une génération d'hommes politiques européens qui ont été déterminés et qui ont construit quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire. Parce que des nations qui acceptent de mettre en commun des pans de plus en plus larges de leur souveraineté nationale, ça ne s'était jamais vu dans l'histoire. Bien des empires avaient été construits par la force, mais que des nations entières, des peuples entiers décident, voilà, on va mettre notre marché en commun, nos droits de douane en commun, nos accords commerciaux internationaux en commun, notre monnaie en commun, notre banque centrale en commun. Attendez, on a fait tout ça. Et j'ajouterais librement, parce que je n'étais pas parti à l'affaire, donc je peux le dire, nous pouvons en être immensément fiers. Nous pouvons en être immensément fiers. Parce que Rocard me disait toujours, mais Bernard, réalisez ce qu'a été le coup de fouet du traité de Rome pour la reconstruction de nos économies. Et c'est vrai, on ne le mesure pas assez. Ça a été un coup de fouet, mais phénoménal. Eh bien, c'est pas si mal. Et accessoirement, c'est pas si mal parce que nous avons construit cet ensemble sur l'exigence du respect des droits de l'homme et des règles démocratiques. Et aujourd'hui, les pays de l'Union européenne, avec deux exceptions, surtout l'exception hongroise, beaucoup plus que l'exception polonaise, mais nous sommes le bunker des libertés. Ça ne veut pas du tout dire, évidemment pas, que nos pays, les pays de l'Union européenne, soient irréprochables. Certainement pas. Mais comparons-nous aux États-Unis, ne parlons pas de la Chine ou de la Russie, évidemment, mais comparons-nous aux États-Unis,
l'autre grand ensemble démocratique, écoutez, franchement, la démocratie, les libertés, l'égalité, la protection sociale, de quel côté de l'Atlantique est-ce que c'est? Du nôtre, pas du leur. Certainement pas du leur. Bonjour monsieur. J'aurais 2 questions, si vous me le permettez. On est là pour ça. Alors, premièrement, le traité de l'Élysée, c'est aussi la naissance des lycées franco-allemands. Je me demandais quel était le regard que pouvaient porter les institutions européennes sur ces lycées. Est-ce que c'est une réussite, etc. Et ma deuxième question concerne l'équilibre institutionnel entre le Conseil européen et le Parlement. Vous disiez qu'il serait peut-être bénéfique que les choses restent telles qu'elles sont, en tout cas pour l'instant. Et il me semble que... C'est bénéfique qu'on n'aille pas trop vite. Pas trop vite. Dans l'évolution. Mais alors, je me demande s'il n'y a pas un risque avec cet équilibre, parce qu'il me semble que quand les tabous tombent, en tout cas dans la construction européenne, comme vous le montriez, c'est souvent du fait des chefs d'État. Vous parliez de Macron, de Merkel, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que les chefs d'État aient trop de pouvoir et trop d'incidence sur cette construction, et que si demain, par exemple, Le Pen passe ou la majorité change en Allemagne, est-ce qu'il n'y a pas un risque de reculer? Si. Si. Mais s'il y a un raz-de-marée à l'extrême droite, ce qui est possible, j'en sais rien. Je ne crains pas vraiment un raz-de-marée. Mais oui, il y a une montée de l'extrême droite, c'est certain, dans tous les pays de l'Union européenne, ou à peu près. Mais cette montée, elle se vérifiera aussi aux élections européennes et aux élections législatives. Et donc, cette montée de l'extrême droite, elle se sentira dans les équilibres au Parlement européen. Et donc, on retombe sur le même problème. Alors, fondamentalement, ma réponse, elle est très très simple. Il y a des dangers partout. Évidemment que c'est une zone de danger. Évidemment que quand on avance en terre inconnue, parce que nous avançons aujourd'hui en terre inconnue, bien obligés de le faire, soudain, il peut y avoir, je ne sais pas quoi, un glissement de terrain, un grand trou qu'on n'avait pas vu. Et il y aura d'ailleurs. Ce n'est pas qu'il peut y avoir, il y aura, naturellement. Mais je crois qu'il faut avancer. Et en sachant que gardez-moi à gauche, gardez-moi à droite. Je ne fais pas allusion à une politique, là, c'est vraiment géographiquement, quoi, de tous les côtés. Mais il faut avancer. Et après tout, on est quand même assez solide. On est quand même assez solide. Parce que ce qui est aussi formidable, j'aime pas trop le parlementarisme. J'ai découvert ça, moi je ne connaissais pas. Je ne parle pas du parlementarisme européen, je parle du fonctionnement d'un parlement. J'aime pas trop ça. Mais bon, peu importe. Mais il y a quand même quelque chose qui est absolument extraordinaire au Parlement européen, c'est de découvrir à quel point, fondamentalement, un Polonais ressemble à un Portugais, un Finlandais à un Italien. Mais vraiment, vraiment, nous sommes les mêmes. Nous avons les mêmes cultures politiques, nous avons les mêmes références, nous avons les mêmes craintes. Alors évidemment, les craintes sont plus fortes ou plus faibles et ne portent pas forcément sur les mêmes sujets dans tous les pays. Bien sûr qu'il y a des nuances, bien sûr qu'il y a des différences, bien sûr que nous avons des traits culturels différents, et Dieu merci. Mais après tout, est-ce qu'un Strasbourgeois, c'est vraiment un Marseillais? Est-ce qu'un Lillois, c'est vraiment un Bordelais? Moi, j'en suis pas certain. Bon, pourtant, ça fait tous de bons Français. Et eh bien, les Finlandais et les Italiens, les Portugais et les Polonais, les Français et les Allemands, ça fait tous de bons Européens. Je crois.
J'ai pas répondu. Attendez, il y avait une autre question, excusez-moi. Ah, les lycées. Je vais vous dire, les institutions européennes se préoccupent très très peu des lycées franco-allemands parce que c'est bilatéral. Et deuxièmement, sur le fond, il n'y en a pas assez. Évidemment qu'il n'y en a pas assez, parce que évidemment que ceux qui existent sont des réussites magnifiques et indispensables. Et troisièmement, quand De Gaulle et Adenauer inventent cette nécessité des lycées français, ils ne présagent pas à l'époque ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'anglais deviendra la lingua franca. Et que de toute manière, les jeunes Français et les jeunes Allemands, les jeunes Finlandais, les jeunes Portugais, etc., parleront anglais. Comme l'Europe parle les Français jusqu'en fait à la Deuxième Guerre mondiale. Si vous me permettez d'intervenir, ce que je voudrais dire, puisque les relations franco-allemandes, c'est un peu mon sujet de prédilection, c'est que effectivement les jeunes d'aujourd'hui qui ont la chance de faire des études dans un lycée français en Allemagne ou dans un lycée allemand en France, en tout cas d'avoir de passer ce qu'on appelle le Abi-Bac, c'est-à-dire à la fois une équivalence entre le baccalauréat et le Abitur. Ce sont des jeunes pour lesquels la formation ensuite est largement ouverte en ce qui concerne les études universitaires. Et nous, comité des jumelages, encore cette semaine, nous venons de recevoir une demande d'un jeune qui a passé l'Abi-Bac. Alors malheureusement, il n'y en a pas à Angoulême, mais il y en a un à La Rochelle. Et nous allons pouvoir l'aider, parce que nous sommes sûrs de ses compétences en allemand, pour trouver un stage de longue durée en Allemagne. C'est quand même une magnifique chose qui a pu être mise en place, découlant du traité de l'Élysée dont vous avez parlé en préambule, et avec le soutien constant depuis 1963 de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Je passe la parole. Bonjour Monsieur Guetta, merci pour vos propos très éclairants pour ce qui me concerne. Je voudrais vous poser la question suivante. Que pense le journaliste et le député européen de l'avènement de l'intelligence artificielle, pour ne pas dire l'intelligence augmentée, et le chat GPT dans les relations européennes au sein de l'Europe fédérale qu'on espère tous? Merci. Écoutez, je suis presque tenté de dire joker, parce que je ne suis pas assez compétent. Je déteste parler des choses avec incompétence. Je vous dirais simplement une chose, mon sentiment d'homme, tout simplement. Je suis terrifié. Je suis terrifié, mais peut-être à tort. Beaucoup de gens, à la fin du 19e, étaient terrifiés par l'avancée des automobiles. Donc, peut-être que j'ai tort. Peut-être que nous avons collectivement tort, parce que je crois que assez collectivement, nous sommes assez terrifiés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est réellement terrifiant, contrairement aux automobiles, encore que, finalement, les gens qui étaient terrifiés par les automobiles, ils n'avaient peut-être pas complètement tort. Oui, bonjour Monsieur Guetta, très honoré de vous entendre. Je voulais vous poser la question par rapport au livre de Philippe de Villiers, qu'il a fait paraître, publié opportunément au moment des élections, où il dit pique-pendre de Monet et de Schumann. J'étais très attristé par ce livre. Un souverainiste. J'aurais été tellement attristé que je ne l'ai pas lu. Vous n'avez rien perdu. Qu'est-ce qu'il raconte? Que Monet est un agent américain, c'est ça, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Monet est un agent américain et Schumann a pactisé avec les Allemands. Sous-entendu avec les nazis. Voilà. Oui, c'est ça. Les nazis, bien sûr. Alors que Monet est un Charentais. Et Monet est un Charentais en plus. Bonjour monsieur. Donc, moi, je me demandais en quoi est-ce que l'Europe pourrait bénéficier de l'intégration d'un nouveau pays comme, je ne sais pas, la Géorgie, qui est déjà beaucoup menacée par la Russie.
Deux choses. Nous bénéficierons tous un jour de l'unité du continent entier. Je dis bien un jour, qui n'est pas encore venu. Deuxièmement, pour l'instant, la Géorgie n'a pas obtenu le statut de pays candidat. Ne va pas l'obtenir demain matin, parce que la situation politique en Géorgie n'est pas satisfaisante du tout. Mais d'une manière générale, je crois qu'à chaque fois que l'Union européenne s'est élargie, elle en a bénéficié. Ça a été dur. À chaque fois, ça a été dur. Souvenons-nous les importations d'agrumes espagnols. Les batailles homériques à la frontière, les camions de tomates, d'oranges déversés, etc. Parce qu'il y avait une concurrence. Et c'était vrai, il y avait une concurrence. Et que beaucoup d'agriculteurs en ont souffert dans un premier temps. Donc, à chaque fois qu'on s'est élargi, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés. Et puis, au bout du compte, on s'est aperçu que c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Demander aux entreprises françaises qui se sont installées en Pologne, écoutez, elles ont prospéré. Elles ont pris une part importante du marché, à tel point d'ailleurs que la France a aujourd'hui un peu une image de patron rapace en Pologne, collectivement parlant, quoi, les Français, parce que c'est des grandes entreprises, France Télécom, enfin Orange aujourd'hui, etc. Souvenons-nous qu'au moment où ces entreprises françaises s'installaient en Pologne, on dénonçait le plombier polonais en France, qui venait prendre l'emploi de nos artisans. Sauf que pour trouver un plombier, et ne parlons pas d'un menuisier en France, il faut se lever de bonne heure, en tout cas il faut le réserver très longtemps à l'avance, et que finalement, est-ce que l'arrivée d'artisans de Pologne ou d'un autre pays de l'Union européenne est une telle catastrophe pour notre économie? Je n'en suis pas certain. Oui, ça peut poser des problèmes, et ça en a posé. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais quand la France est devenue un État unitaire, ça a posé aussi beaucoup de problèmes. Ça a posé aussi beaucoup de problèmes. Et évidemment que rien ne se fait gratuitement. Bien sûr que non. Il faut admettre cette idée que on disait à l'époque, je crois que c'est le Parti communiste qui disait ça à une époque, que l'unité est un combat. C'est valable pour l'unification de l'Europe. Bien sûr que c'est un combat. Bien sûr que c'est une bataille. Et bien sûr qu'il n'y aura pas de... C'est la cigogne qui est censée apporter les bébés. Oui, c'est ça. Bien sûr que la cigogne n'apportera pas l'Union européenne parfaite, langée, parfumée et coiffée. Non, ça n'existe pas. C'est ce qu'on raconte aux enfants. Mais les bébés, il faut les faire. Parfois, c'est compliqué. Et il faut les élever. Merci, monsieur. Bien sûr que oui. Il faut les élever, alors ça, n'en parlons pas. Chez les jeunes pour aller voter. Parce que le problème des élections européennes, c'est que la participation est tellement faible que tous les idéaux auxquels nous croyons ici nous semblent menacés par la faible participation. Vous avez raison, hélas, madame. Mais hier, ma délégation, comme on dit, c'est-à-dire les députés de la majorité présidentielle française, on s'est réunis et on nous a présenté un sondage qui a été fait dans tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui sur l'adhésion à l'idée de l'unité, etc., etc. Et j'ai été stupéfait de voir qu'aujourd'hui, l'idée de l'unité européenne est très populaire parmi les 14-24 ans.
on me l'aurait demandé, je n'aurais pas dit ça. Et le chiffre, je ne l'ai plus en tête, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était vraiment, je ne dirais pas impressionnant, mais très réconfortant. Et puis là-dessus, je me suis souvenu dans l'enregistrement de cette émission de télévision à laquelle j'ai participé, qui s'appelle Quelle époque ? Et sur le plateau, il y avait des grands journalistes français. Sur l'Union européenne, comment je vais rester poli ? Merci, ça ne les passionnait pas. Je suis resté très poli. Nous sommes restés très polis. Et puis il y a un monsieur, pas un jeune homme, un type de 30 ans, je dirais, qui n'était pas une célébrité, ni de la presse écrite, ni de la presse audiovisuelle, mais paraît-il, moi je ne le savais pas, une célébrité du net, et qui est intervenu avec une autorité sur la nécessité de l'unité européenne, sur le boulot formidable qui était fait dans la réglementation du net, ce qui est vrai d'ailleurs, par l'Union européenne aujourd'hui. Soudain, tout le plateau l'a regardé, stupéfait. Moi le premier. Parce que je me suis dit, tiens, mais c'est le jeune homme qui est en train de donner une belle leçon aux vétérans. Et vraiment, la leçon était impressionnante, encore une fois, de compétence, de sérieux et d'adhésion à l'ambition européenne. Et je me suis promis de le revoir, ce monsieur, parce qu'il m'intriguait. Et puis hier, ce sondage, je ne sais pas, je ne veux rien vous dire, je ne peux pas conclure, mais il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer et qui... Je vous proposerai cette explication. Quelle force politique aujourd'hui propose de belles ambitions politiques, de belles utopies? Moi, je ne vois pas. Franchement, je ne vois pas. En revanche, quelle belle ambition et quelle belle utopie que l'unité européenne. Et finalement, peut-être que pour un jeune homme d'aujourd'hui et une jeune fille, pour des jeunes gens d'aujourd'hui, peut-être que c'est ça, que ça peut être ça. Je pense aussi, pour ajouter, on va pas le faire, que les crises ont donné de la consistance à l'Europe et on voit vraiment ce qu'elle fait contrairement à avant, ou même pour les gens avant, à part la PAC, qui est quand même très compliquée. Moi, j'ai du mal à expliquer. Donc, mais il y avait peu de choses très concrètes dans le quotidien, même s'il y a des gens qui essayent de le montrer. Mais là, on a reparlé, les vaccins, etc., qui font qu'on voit vraiment encore mieux ce que fait l'Europe. Vous donnez aussi peut-être une idée pour intéresser plus les gens dans le livre, si je ne me trompe pas, c'est de réussir à faire des programmes pan-européens par force politique. C'est-à-dire que les différents partis qui se ressemblent ou qu'on voit au Parlement européen présentent un vrai programme qui dépasse les... Voilà. Ça commence à se faire, ça s'est un peu fait. Alors malheureusement à l'extrême droite, vous n'en parlez pas, mais dernières élections, il y a eu des rendez-vous de l'extrême droite sans Marine Le Pen, mais notamment en Italie, si je me souviens bien, en 2019, où ils commençaient à se fédérer. C'est peut-être ça qui peut intéresser, et avec d'autres sujets dont on n'a peut-être pas parlé. Je pense à ça avec les jeunes. Voilà, l'autre crise dont on n'a pas parlé, c'est le climat. Et que si on peut réussir à montrer concrètement ce que peut faire l'Europe, parce que je pense qu'à cette échelle-là, là aussi, qu'on peut peut-être être encore plus puissant pour répondre à ce qui se passe, là, peut-être, on intéressera encore plus d'électeurs. Excellent candidat. Et dernière chose, il faudrait vérifier, mais en 2019, l'abstention aux élections européennes n'était pas si mauvaise par rapport à d'autres élections nationales, je crois. Oui, bonjour Monsieur Guettin. Oui, je voulais venir sur la question linguistique. Je trouve quand même très gênant que l'Union européenne, toutes les institutions et puis même tous les échanges internationaux se fassent dans une langue, celle que De Gaulle appelait la langue de l'Empire, si je me souviens bien,
et qui est celle d'un pays qui vient de nous dire merde, en quelque sorte, en nous quittant, et celle aussi d'une puissance, même si vous souhaitez, si un jour il y avait une dépendance, tomber sur elle plutôt que sur l'autre. C'est quand même un pays, les États-Unis, qui nous espionne, qui nous rompt des marchés d'armement par derrière notre dos, qui, à 20 ans, ont déclaré une guerre sur une base de mensonges et au dépit du droit international, comme vient de le faire M. Poutine. Hein, on oublie quand même les centaines de milliers de morts et d'enfants en Irak. Ce sont quand même aussi des crimes contre l'humanité, même si aujourd'hui, M. Bush mange des bretzels dans sa villa texane. Je trouve quand même très gênant que l'Europe n'ait pas créé un instrument linguistique qui crée son unité. Après tout, Israël en 1945 a ressuscité une langue morte, l'a modernisée. On a fait d'une langue purement liturgique un outil de communication totalement moderne. Je trouve quand même que dans la construction de l'Europe, envoyer des élèves en Pologne pour discuter de l'anglais et manger un McDonald's a peut-être pas quand même une dépréciation du savoir de la culture européenne qui va manquer énormément dans un esprit, dans la constitution d'un esprit européen. Monsieur, vous faites couler du miel dans mon oreille. Je suis meilleur latiniste qu'angliciste. Donc j'aurais adoré que l'unité européenne ressuscite le latin. Ça n'aurait pas été une mauvaise idée. Mais les faits sont les faits, c'est tout. Il y a eu comme lingua franca le grec, le latin, le français. C'est aujourd'hui l'anglais. Peut-être que demain, Dieu nous en préserve, ce sera le mandarin. Je n'en sais rien. Personne, Dieu nous en préserve. Je n'en sais rien. Mais voilà, l'anglais est la lingua franca aujourd'hui. C'est tout, c'est comme ça. Je le déplore, mais aucune volonté politique n'aurait rien pu contre une évolution aussi profonde. C'est tout, c'est comme ça. Et encore une fois, vraiment, je suis le premier à le regretter. Je suis le premier à le regretter. D'abord, je dis en français ce que je veux. Je dis en anglais ou dans toute autre langue étrangère ce que je peux. On le sait bien. Bon, donc voilà, je préférerais, mais je vais vous rassurer sur un point. Quand je suis arrivé au Parlement, j'ai été agréablement surpris d'une chose. Une personne prend la parole en anglais. Presque personne, ou très peu de gens, se saisissent des écouteurs pour entendre les interprètes. Une personne prend la parole en français. Beaucoup plus de gens se saisissent des écouteurs, mais relativement peu en fait. Et puis ensuite viennent toutes les autres langues. Italien, espagnol, allemand, danois, polonais, tout ce que vous voulez. Alors là, c'est des armées entières qui prennent les écouteurs parce que, à part... pour les gens dont c'est la langue maternelle, personne ne comprend parce que personne n'a appris ces langues. Regardez ce qui se passe pour l'allemand. Il y a encore 30 ans, moi quand je me baladais à 20 ans en autostop en Europe du Nord, j'étais très 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 frappé du fait que les Scandinaves étaient bilingues, danois-allemand, suédois-allemand, norvégien-allemand. Aujourd'hui, c'est complètement fini. C'est complètement fini. Ils sont toujours bilingues, mais danois-anglais, suédois-anglais, etc., etc. Donc, l'allemand a considérablement reculé aujourd'hui. Et l'italien, l'espagnol, alors l'espagnol, pas en Amérique latine, naturellement, mais je veux dire en Europe, certainement, alors que le français est resté et reste la deuxième langue étrangère de beaucoup, beaucoup de gens. C'est-à-dire que les bilingues de langue maternelle plus anglais, très, très, très souvent, s'ils apprennent une deuxième langue étrangère, ce sera le français. Et on le voit, on le sent, mais physiquement, au Parlement européen. C'est absolument flagrant. C'est absolument flagrant. En fait, il y a 2 langues de travail au Parlement européen. Il ne faut pas le répéter, parce qu'il ne faut pas vexer les autres. Mais il y a 2 langues de travail, c'est l'anglais et le français.
Le français, loin derrière l'allemand, derrière l'anglais, vous me comprenez bien. Mais vraiment, il y a de langues de travail. Cette dame n'a pas encore pris la parole. Pardon. J'aurais aimé vous demander si on pouvait se permettre de rêver à un Brexit, mais avant ça, un retour de... Et avant ça, comment l'Ukraine va intégrer l'Union? Au-delà du process réglementaire, est-ce que les Européens, pas forcément les institutions, mais les Européens feront corps toujours dans la bienveillance dont tous les Européens font preuve, enfin, ou la plupart font preuve aujourd'hui? Je crois que la reconnaissance du statut de pays candidat à l'Ukraine va obliger l'Union européenne à totalement modifier son processus d'intégration de nouveaux pays membres. Jusqu'à présent, ça se passait pas si mal que ça, mais d'une manière, en vérité, totalement absurde. On reconnaissait le statut de pays candidat, il fallait se battre pour l'obtenir. Hein. Bon, on reconnaissait le statut de pays candidat, disons à la Moldavie, comme aurait dit Hergé. Vous connaissez la Moldavie, j'espère. Hein, bravo, c'est à côté de la Bordurie, dans le sceptre d'Ottokar. Bon, cet homme a de la culture. On habite à Angoulême. Bon, donc on reconnaissait le statut de pays candidat à la Bordurie ou à la Moldavie, et puis on lui disait, maintenant, vous vous battez bien pour remplir toutes les conditions, elles étaient et on se revoit dans 15 ou 18 ans, quand vous les aurez remplies. C'est exactement ce qui s'est passé avec les pays des Balkans. Moyennant quoi, les opinions commencent à dire « Ouh là là, cette Union européenne, après tout, l'échec chinois, c'est très intéressant, la danse du ventre des Turcs, c'est pas si mal, et après tout, ce Poutine... » Bon. On ne peut plus continuer avec ça, et tout le monde en est conscient. Et donc, il faut inventer un autre processus d'intégration qui passera forcément, enfin, je le crois, j'en suis convaincu, par l'adhésion à des projets communs. Bon, l'Ukraine, par exemple, je vais dire une chose déplaisante, mais je crois réaliste. Le jour où elle aura repoussé l'agression, pourra apporter à la défense européenne quelque chose de très, très fondamental. Ce sera évidemment l'une des meilleures armées du monde, et certainement la meilleure armée d'Europe. On pourra s'appuyer sur son expérience. Mais l'Ukraine va nous apporter, ça va poser des problèmes terribles. Une agriculture extraordinairement prospère. Il va falloir réinventer la PAC avec l'Ukraine. Et peut-être pour le plus grand bien d'ailleurs de tous les agriculteurs d'Europe, si on le réussit. L'Ukraine va nous apporter une jeunesse étonnamment brillante dans toutes les sciences informatiques. Et d'autres pays vont nous apporter d'autres avantages. Et avec chacun de ces pays, on pourra envisager de mettre en chantier des projets industriels, des projets politiques, des projets de défense, comme avec l'Ukraine et peut-être avec d'autres, etc., etc. Et en travaillant ensemble sur des objectifs concrets, on va apprendre à mieux se connaître, à s'intégrer progressivement, à intégrer progressivement nos économies, et peut-être qu'on arrivera par là même aussi à une Union européenne différente de celle d'aujourd'hui, qui est uniforme. Tous les pays qui sont là, certains sont entrés dans la monnaie unique, d'autres pas. Il y a quand même de grandes différences. Mais fondamentalement, l'aspiration est à l'uniformité. Peut-être que
l'Union européenne de demain ne devrait pas aspirer à l'uniformité. Parce que tous les pays qui veulent nous rejoindre l'Union européenne, n'aspirent pas forcément à entrer, en tout cas pas maintenant, dans une union politique. N'aspirent pas forcément à entrer dans une Europe de la défense, etc., etc. Et donc il va falloir inventer et inventer en marchant. Mais certainement réinventer une Union européenne qui ne sera plus uniforme, mais avec des modes d'intégration différenciés. Mais tout ça se cherche aujourd'hui. Tout ça se cherche parce qu'il y a quand même maintenant une dizaine de pays qui tambourinent à la porte. Eh bien, le Royaume-Uni, à mon avis, ne va pas revenir en nous disant je veux intégrer une union politique. Mais réintégrer le marché commun, peut-être même la monnaie unique, peut-être plus que le marché commun. On va voir. Si demain c'est le 14 mai, c'est-à-dire demain, M. Erdogan est battu, ce qui n'est pas une certitude, hélas, mais ce qui est une possibilité, tant mieux. Immédiatement, l'opposition turque, redevenue le pouvoir turc, va taper à la porte en disant quand est-ce qu'on rouvre les négociations. Mais bien, oh là là, mon Dieu. Et Chypre, évidemment, vous mettez le doigt là-dessus. Il y aura Chypre, il y aura le partage des eaux territoriales avec la Grèce, et il y aura les négociations d'adhésion. Comme ça ne sera plus une dictature, on ne va pas leur dire prenez la porte, pour ne pas dire casse-toi, etc., comme disait M. Sarkozy. Si nous avons des degrés d'adhésion très différenciés, ça facilitera énormément les choses. Ou ça faciliterait énormément les choses, aussi bien pour une Turquie démocratisée qu'une Grande-Bretagne voulant revenir. Oui, évidemment. Bien sûr que oui, mais je ne suis pas partisan, au risque de vous surprendre, de la lever trop vite. Parce que la règle de l'unanimité nous oblige, et ça n'est pas négligeable du tout, à chercher les compromis qui nous permettront d'arriver à l'unanimité. Et quand on cherche les compromis et qu'on les trouve et qu'on arrive à l'unanimité, c'est du solide. Quand c'est une majorité, même qualifiée, qui impose à une minorité, c'est moins solide. Donc, ne noie-t-on pas trop vite. Un des leitmotifs de mon bouquin, c'est « allegro ma non troppo ». D'un bon pas, mais pas trop vif. Enfin, moi, c'est le message que j'ai entendu dans votre livre. C'est un éloge de la patience, de la persévérance. Il convient de garder ses convictions, mais soyons patients. C'est ce que j'ai lu et c'est ce que je retiens beaucoup de ce que vous avez écrit. Je pense qu'on peut conclure ici. En tout cas, merci à tout le monde d'être venus aussi nombreux. J'ai l'impression que c'était quand même assez intéressant et ouvert. Et on fera ça pour les élections.